Bien, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous les participants, bonsoir Didier Lecomte, merci d'être avec nous. Ce soir, nous sommes dans la 58e conférence de Biotech Finance en partenariat avec France Biotech. Depuis le lancement en plein confinement, nous avons démarré les conférences le 24 mars. Nous avons accueilli dans ce Zoom 19h41 patrons de biotech, de medtech et de sociétés de santé numérique, et 19 venture capitalistes, des fonds, des banques, des grands fonds, la BPI France, Sophie Nova Partner, qui est un des partenaires du fonds, les travailleurs font le FTQ. Et puis, nous avons plusieurs fois franchi la frontière pour faire intervenir des acteurs belges, mais aussi des Québécois, puisqu'on se souvient d'avoir eu un moment d'échange tout à fait passionnant avec Luc Nadeau. Luc Nadeau, qui était le DRH de l'IRICOR, et avec lequel l'échange avait porté sur la manière dont on gérait les ressources humaines en temps de crise comme le Covid, avec le confinement, comment il fallait faire. On avait eu de belles réponses de sa part. Ce soir, donc, nous sommes à nouveau à Montréal, Québec, et j'ai le plaisir d'accueillir Didier Lecomte. Bonsoir Didier. Et Bonsoir, bonsoir Jacques Bernard, bonsoir tout le monde. Didier est le vice-président aux investissements sciences de la vie et gestion des fonds du Fonds de solidarité FTQ. Alors, le Fonds de solidarité FTQ, pour qui ne connaissent pas, c'est vraiment l'investisseur principal au Québec, si ce n'est au Canada. On peut voir qu'il a quelque chose comme 16,7 milliards de fonds sous gestion, en total de gestion. Et puis, pour les sciences de la vie en général, c'est depuis 89, 1,6 milliard de dollars investis. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, apprendre à ce que c'est que le FTQ, le fonds FTQ, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il choisit. Mais peut-être qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, Didier, on peut commencer par parler un peu de l'impact de Covid-19 au Québec spécifiquement. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette crise ? Tout d'abord, merci de m'accueillir depuis la France. Bonsoir quasiment à tout le monde. Ici, il est 13 heures, heure de Montréal, Québec. Écoutez, ce qu'on retient de la crise, c'est on est, notamment les financiers, on travaille beaucoup dans un concept de le passé est souvent prédictif ou garant, on va dire, à certains égards du futur. Et bien, tout ça vient d'être mis un peu par terre. Et je pense que tout le monde s'attendait à des corrections données dans l'économie, mais personne ne s'attendait à ce que ça vienne d'une crise comme celle-ci. Alors, je dirais que ce que ça a amené, et ça c'est pour toute industrie confondue, c'est la prise de décision dans l'ambiguïté. Donc, je pense qu'au Québec, on n'est pas très, très différent de tous les pays dans le monde où ce qu'on voit, c'est des gens essayer de se réinventer, des gens essayer de passer au travers. Et des entreprises très impactées, donc passant de quelques millions ou centaines de millions de revenus à zéro. Donc, il est très fortement impacté à d'autres qui sont finalement qui sont beaucoup moins impactés, voire qui bénéficient de la crise. Donc, on pense à tout ce qui est plateformes de commerce électronique qui sont très, très en vogue actuellement. Donc, je dirais une crise qui a des effets très, très différents. Pour ce qui est du Québec, précisément, vraiment les deux grands secteurs impactés, c'est aéronautique et puis commerce de détail et divertissement. Donc, deux grands secteurs qui sont chez nous importants, donc des impacts substantiels là, dans la gestion de nos actifs et de nos entreprises en portefeuille. Très bien. Comment, alors ça a été une question qui a été évoquée à chaque fois que nous avions un investisseur dans nos conférences. Il a fallu accompagner les sociétés qui sont en portefeuille, qui étaient à des stades différents de financement. Comment est-ce que ça s'est passé chez vous? Comment le fonds a accompagné ses propres sociétés en portefeuille? Comment est-ce que vous avez passé ce cap qui reste encore à franchir? Je pense que personne n'est encore sorti définitivement. Je dirais que pour nous, dans le portefeuille de compagnies directes, donc en biopharmaceutique, donc les biotech, on en a une vingtaine en portefeuille.
Je dirais que malheureusement, il y a pas de cas général qui s'est dessiné. Chaque cas était un peu spécifique. Je voudrais que globalement, la COVID amène un impact et un risque, mais quand on prend un peu de recul, le risque additionnel est quasi marginal par rapport au risque inhérent de ces investissements-là. On en sait quelque chose et vos auditeurs et vous-même en savez également beaucoup. On a dans le portefeuille une compagnie qui a perdu 77% de sa valeur hier sur l'annonce de résultats non atteints de sa phase 2, donc les primary endpoints. Et ça, la COVID aurait pu amener un délai de quelques mois à la publication des résultats, mais fondamentalement, ça n'apporte pas une grande différence. Maintenant, si je rentre dans le détail d'exemples spécifiques, l'important pour nous, c'était de s'assurer que toutes les compagnies étaient financées jusqu'au prochain jalon. Prochain jalon veut dire beaucoup de choses, soit les résultats d'études qui permettent une levée, une sortie, soit un financement, que ce soit privé ou public. Et donc, toutes les compagnies étaient dans des réalités différentes. Certaines venaient de clôturer des rondes de 40 millions. Donc, finalement, pour elles, c'est totalement passé inaperçu. Leurs enjeux étaient surtout des enjeux, notamment celles qui étaient dans les rendus chez l'humain, donc dans les études cliniques. On pouvait avoir certains impacts. On a une compagnie en cardiologie qui a dû réadapter sa manière d'approvisionner, par exemple, les médicaments aux 6 000 patients de la phase 3. D'autres compagnies, finalement, visaient des équivalents de RTO, donc Reverse Takeover. Bien évidemment, le marché n'était pas forcément favorable et donc ont dû se retourner vers des financements privés, essentiellement des internes. Et donc, on parlera un peu de nos exigences ou de nos critères quand on investit dans les entreprises, mais d'où la pertinence d'avoir des co-investisseurs avec des rangs relativement solides. D'autres compagnies avaient des plans et donc ils se sont matérialisés. Je pense à Repair Therapeutics qui a fait son IPO il y a à peu près 2 semaines. Pour nous, concrètement, ce que ça a fait, c'est que dans certains cas, on avait des autorisations d'investissement, mais qui étaient, je dirais, tranchées. Et ce qu'on a voulu faire, c'est envoyer un signal au marché en disant, ben, nous sommes là, nous y croyons. Et je pense à IMV, donc l'ancien immunovaccine, qui est en oncologie, mais aussi en développement dans le COVID-19. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis notre plein montant autorisé pour un peu, non pas diriger, parce que le fonds n'est pas comme ça, mais pour lancer un message d'appui des internes au marché, ce qui a permis à l'entreprise de lever une ronde qui lui permet d'avancer. Dans d'autres cas, c'est une décision d'investissement qui a été prise tout à fait récemment, et donc une clôture d'une ronde interne avec des co-investisseurs pour donner je dirais, un souffle, un 12-24 mois de capital pour se rendre, comme je disais, à un jalon. Je pense que c'est ça pour nous l'important. Alors, comme je disais, pour résumer, le COVID a vraiment un effet très spécifique. Je dirais les compagnies les plus impactées dans le portefeuille, c'est celles qui travaillaient en mode un peu virtuel et qui travaillaient beaucoup en collaboration avec les laboratoires universitaires qui, eux, ont été fermés. Je dois avouer qu'il y a eu vraiment un travail de concert de l'industrie qui a fait en sorte que les compagnies biotechnologiques ont été, je dirais, admis dans le club des entreprises qui pouvaient continuer à opérer. Et donc, celles qui avaient donc qui étaient rentrées dans ce cadre-là et qui avaient leur propre labo, techniquement, n'ont pas été affectées. Elles l'ont été sur certains approvisionnements de matières premières. Comme je disais tout à l'heure, les autres affectées, c'est celles qui étaient en études cliniques où finalement la COVID a amené un impact, que ce soit un délai, des protocoles additionnels et donc un surcoût des études cliniques, mais qui pour le moment, je dirais, un pourcentage des financements ne sont pas, je dirais que je ne les qualifierais pas de matériel à ce stade. Ceci étant, bien malin qui peut prédire ce qui s'en vient, on commence à mesurer les effets et on sait, dans le domaine de l'investissement, on sait que les effets sur, je dirais, la valeur des investissements, notamment dans le secteur privé, vont se faire ressentir surtout au cours du second semestre de l'année 2020. Bien, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet maintenant, si vous le voulez bien, Didier Lecomte, en parlant des modes, procédures d'investissement dans les biotech, dans le secteur de la santé. On est curieux de
de comprendre la vision du fonds FTQ lorsqu'il sélectionne des dossiers, comment il y va, quels sont ses tickets. Est-ce que vous pouvez nous faire un beau développement sur cette façon d'être et de choisir vos investissements? Bien sûr, mais je prendrais un petit peu une genèse qui est le fonds, il a une vocation qui est rendement, certes, pour ses 700 000 actionnaires, mais il a aussi une vocation de développement économique et les deux doivent se faire. Et donc, nos investissements sont essentiellement guidés vers le Québec. Notre thèse d'investissement dans le secteur de la biopharmaceutique, je dirais, elle est la suivante, c'est que pendant des années, des dizaines d'années, toutes les grandes compagnies pharmaceutiques ont opéré des laboratoires de recherche au Québec. On pense à Merck, Pfizer. Et je dirais dans l'opération de consolidation, les acquisitions, les fusions qu'il y a eu dans le secteur pharma en général, bien évidemment, il y a des recherches d'économie d'échelle pour utiliser le terme diplomatique ou politiquement correct. Et ça a fait en sorte qu'il y a eu des décisions de fermer un certain nombre de centres de recherche. Et dans les faits, ils ont quasiment tous fermé, je dirais à l'exception de Servier, qui a plutôt augmenté sa part d'activité ici au Québec. Ils ont fermé et je dirais les Québécois c'est pas une tare, là, c'est pas un défaut. Beaucoup sont sédentaires et n'ont pas forcément accepté, je dirais, de suivre leurs entreprises respectives aux États-Unis ou dans d'autres sites. Certains l'ont fait, c'est sûr. Et donc, il est resté un pool, je dirais, de talents expérimentés en développement de médicaments. Et on sait que c'est quelque chose qui est vraiment hyper nécessaire quand des jeunes startups partent, notamment au niveau académique. Il y a besoin un peu de ce qu'on appelle dans mon équipe le commercially grade, à savoir on a besoin de gens qui savent faire je dirais, de la recherche translationnelle et donc prendre une idée et la transférer dans quelque chose qui va parler au secteur biopharmaceutique. Et donc, nous, le premier pilier de notre thèse, c'était ce talent disponible. Un second pilier de la thèse, c'était, et c'est encore que le secteur des sciences de la vie, c'est un secteur d'investissement majeur des différents gouvernements, que ce soit le fédéral ou provincial. Et donc, on se retrouve avec un écosystème d'infrastructures de R&D qui n'a pas vraiment à rougir de ce qui existe dans le reste du monde. Il n'est pas le meilleur, mais il n'a pas du tout à rougir. Et il y a des zones d'expertise qui sont même reconnues au niveau mondial. Alors ça, et dans les infrastructures, donc il y avait les infrastructures de services de R&D, et il y a donc public, puis il y a aussi la partie des infrastructures de services, je dirais privées, donc les CRO, les CMO, qui, elles, grâce à la présence, comme je disais, pendant plusieurs années des compagnies pharma au Québec, se sont développées et ont développé des niches d'expertise qui font en sorte que des collègues de notre association au Québec Bio-Québec avaient fait une étude que l'essentiel ou la majorité des revenus de ces CRO sont faits pour des compagnies hors Québec grâce à l'expertise qui est présente ici. Donc, je dirais, je reviens, un premier pilier qui est le talent, un second pilier qui sont les infrastructures de R&D et de services. Et finalement, moi, je suis ingénieur de formation et pour avoir un plan stable ou une bonne fondation, ben, ça prend 3 points. Et ce que l'on a fait au fond, et on l'a fait pas tout seul, d'autres ont embarqué, on aimerait qu'ils le fassent plus, c'est qu'on a amené le pilier capital parce que je dirais force est de reconnaître que moi, je dis toujours, il y a 3 mondes dans le secteur de la biopharmaceutique. Il y a Boston, en fait, en réalité, c'est Kendall Square. Il y a San Francisco, et puis il y a le reste du monde. Et si vous regardez les dollars investis dans les secteurs biotechnologiques, ben je dirais que c'est totalement inéquitable, on va dire. Ça va essentiellement dans les deux grands premiers pôles. Et il faut vraiment se battre pour occuper une place prépondérante dans le troisième monde. Je ne l'appellerai pas tiers-monde parce que ce n'est pas du tout ça. Par ailleurs, petit aparté, c'est quand vous regardez les statistiques de médicaments approuvés, si 2 tiers ou les 3 quarts des investissements biotech s'en vont dans les deux pôles, Kendall Square et San Francisco que j'ai exposés, la réalité, c'est que c'est moins de 25% des médicaments qui sont approuvés par la FDA qui viennent de ces endroits-là. Alors, on voit que l'innovation, elle est mondiale et elle n'est pas l'apogée ou la responsabilité de deux pôles seulement. Donc, nécessité d'avoir du capital, ce qui pour nous s'est traduit dans le troisième pilier, qui était de dire fallait qu'on s'assure qu'il y ait un certain niveau de capital disponible. Et donc, ça a amené une stratégie d'investissement direct dans des compagnies, mais
tout en s'assurant qu'il y avait du capital disponible au Québec. Et ça s'est fait via une stratégie de collaboration avec des fonds spécialisés. Donc, on en a 8 ou 9 actuellement actifs au Québec. Et en gros, que ce soit des fonds locaux, je pense à CTI, fonds d'amorçage à Morkem, ou des fonds canadiens, je pense à Amplitude, je pense à Lumira, ou des fonds étrangers, tous prennent des engagements, alors c'est des engagements moraux, d'investir des sommes au Québec. Et ça a créé ce pool d'investissement pour le Québec qui nous a permis finalement d'accomplir notre thèse d'investissement qui était basée sur, c'est excessivement difficile de prédire qui sera le gagnant en biotechnologie. Par contre, si on est capable de mettre en place des conditions gagnantes pour que des compagnies émergent, se développent, se financent, ben, on sera peut-être en mesure de faire naître je dirais le terme qu'on utilise beaucoup, c'est des anchor companies. Alors, ce ne sera pas les prochaines Sanofi ou Merck, je pense, mais est-ce qu'on est capable de développer des compagnies de plateforme qui auront leur place sur l'échiquier mondial? Et je dirais qu'on commence à voir les résultats de ce travail-là, mais ça aura pris, je dirais, un peu plus qu'une dizaine d'années. Donc, je dirais que c'est pas mal ça notre thèse. Alors, je n'ai pas répondu à la question du filtre, mais je pense que c'était important de vous dire un peu ce qu'on cherche à faire. Alors, c'est certain que travailler en collaboration avec les fonds nous donne une vue globale sur ce qui se passe au Québec. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent ici, maintenant même au Canada, dont on n'a pas vent directement ou indirectement. En fait, il n'y a même pas beaucoup de compagnies, je dirais, au Canada dans lesquelles on n'est pas minimalement indirectement impliqué. Par ailleurs, il faut quand même voir que le Québec est petit. On doit gérer un portefeuille diversifié. En termes d'indications, on n'est pas très diversifié. On est très concentré en oncologie. Et ça nous prend également de pouvoir attirer au Québec éventuellement des entreprises. Et donc, sur le même principe qu'on investit dans des fonds, et ces fonds prennent des obligations vers nous pour déployer du capital au Québec, on a commencé il y a quelques années à investir dans des compagnies non québécoises sur ce même principe de retombée. Puis je dirais qu'aujourd'hui, c'est à peu près un tiers du portefeuille de compagnies en direct qui est basé sur ces critères-là. Après, les critères, je dirais que c'est bien malin après coup de dire qu'on a pris les bons choix. Je pense que dans notre industrie, on sait tous que les succès ont de multiples parents et les échecs sont orphelins. Ceci dit, on les assume dans notre cas. Alors, je dirais que notre approche, elle est essayer, euh, pourtant que se faire, de prendre un seul risque, et donc de prendre un risque essentiellement scientifique, donc qui est le risque sur lequel on va placer notre argent en tranches, et donc essayer de faire en sorte qu'on n'a pas ces difficultés qu'on avait dans le passé à recruter des équipes, à aller chercher des bons actifs, à vraiment s'assurer qu'il y a un marché à la fin, qu'on n'est pas dans un secteur un peu du MeToo qui sera plus difficile. Et donc, ce qu'on essaye, c'est de mitiger la plupart des autres risques et de se concentrer sur je dirais, le risque scientifique. Je pense, deux éléments qui font qu'on est très content des rendements générés par ces investissements, parce qu'on a eu de multiples sorties, y compris dans les dernières années. Je pense deux éléments clés qui font le succès, c'est le fonds, c'est un fonds, je dirais, quasi evergreen. Nous levons chaque année de l'ordre de 900 millions. Nous déployons dans, je dirais, l'industrie québécoise à peu près autant d'argent dans une vingtaine de secteurs. Comme vous l'avez dit, sciences de la vie, biotech en particulier, c'est 100 millions, donc ça a son poids, je dirais, majeur. Et comment je pourrais dire, on est littéralement dans une approche où ça nous permet, nous, d'arrêter l'acharnement quand un échec arrive, mais ça nous permet de continuellement réinvestir. Donc, si je regarde Repair, qui a fait son IPO il y a 2 semaines, ben, on était là à la fondation ou presque, on était là dans la série B et on a pu également réinvestir. Donc, on n'a pas en tant que tel de limite d'investissement dans un dossier, ce qui nous permet d'aller jusqu'au bout, éventuellement participer au home run. Je pense que le deuxième élément qui a fait le succès dans le passé, c'est de ne pas partir quelque chose un peu dans notre coin ou avec des fonds qui n'ont pas les capacités de réinvestir, parce qu'ultimement, ce qu'on veut,
Je pense que un mot à la mode dans l'industrie, c'est optionality. Ce qu'on veut, c'est que l'entreprise ait constamment des options. Si elle ne peut pas être acquise et si elle ne peut pas être financée en étant pricée par un tiers, ben là, un syndicat d'investissement interne, il n'est pas obligé d'être 100%, je dirais, avec des poches profondes, mais une majorité de ces fonds-là ont les capacités de réinvestir et de soutenir l'entreprise pour passer au travers de cette phase-là. Donc, je dirais que c'est vraiment ce qu'on va regarder. On va regarder le syndicat d'investissement. Bien évidemment, on va essayer de collaborer le plus possible avec nos partenaires co-investisseurs, mais il n'y a pas d'exclusivité dans ce domaine-là. Mais ceci dit, si je regarde les quelques 20 entreprises en portefeuille biotech, il y en a peut-être 17-18 qui sont le résultat d'un co-investissement avec un fonds partenaire. Donc, pour nous, c'est une stratégie qui a littéralement payé je dirais, d'avoir une espèce d'approche duale d'investissement direct et d'investissement dans les fonds. Comme vous le dites, vous l'avez rappelé, c'est 100 millions, donc c'est 50 millions dans chaque poche, chaque année. C'est quelque chose qu'il faut entretenir, sur des bases continues. Très longue réponse à votre question. Oui, c'est une très très belle réponse. Et en additionnel, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le stade le stade de prédilection pour les entreprises sur lesquelles vous investissez? C'est plutôt des sociétés qui ont un tout petit peu de maturité, vous arrivez d'investir très précocement ou pas du tout? Je dirais qu'il y a une dizaine d'années, notre position idéale, c'était rentrer en phase 1, sortir en phase 2. Euh, Ceci étant, appliquer cette règle-là au milieu, je dirais au début des années 2000 et pendant les années 2010 notamment, ben, ça aurait généré très, très peu d'investissement et donc on a dû reprendre notre modèle d'investissement. Par ailleurs, c'est quand même arrivé à un moment où les fonds qui étaient tous un peu sur ce modèle-là aussi, les fonds privés, se sont réinventés. Donc, on a CTI au Québec qui s'est mis à faire des investissements de type single asset en allant chercher des actifs dans des compagnies pharmaceutique. Donc, on a eu le cas avec deux sorties successives pour le même actif avec ce fonds-là et donc une compagnie pharma. On en a fait un second par la suite. Aujourd'hui, on est totalement agnostique en termes de stade. Le marché pense qu'on investit à compter de 5 millions je dirais, des compagnies relativement avancées. Euh, la réalité, c'est qu'il n'y en avait pas tant que ça au Québec. Et donc, aujourd'hui, le spectre, en fait, est énorme. Et donc, c'est difficile de donner un guide à votre audience. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait on a fait des 800 000 ou 1 million jusqu'à des rondes de 10 millions US. Alors, je dirais que ça dépend un peu je dirais du stade. C'est certain qu'on a de plus en plus de compagnies en phase 2B et phase 3. Et donc, ce qu'on essaye maintenant, c'est de gérer un portefeuille qui est un peu plus équilibré. Mais je ne pense pas qu'on reviendra au principe de rentrer phase 1, sortir phase 2 en oncologie. On voit qu'il y a des sorties de plus en plus précliniques dans certains cas. Alors, je dirais que ça va évoluer. Par ailleurs, ce que je dirais aussi, c'est qu'il y a certains fonds qui investissent au stade du concept. On pense à Flagship, on pense à Atlas à certains égards, à Versant également, qui est un partenaire on est partenaire avec eux dans 4 fonds. Donc, les gens, je pense, commencent à réaliser que rentrer dans une bonne biotech, c'est très difficile quand elle est très avancée. On l'a, nous, vécu avec Clémentia à l'époque. Faut être très, très imaginatif et créatif. Et donc, si on veut générer les rendements attendus, ben, il faut littéralement créer des entreprises et au final détenir une vingtaine de pourcents d'ownership qui crée le rendement pour les commanditaires ou dans notre cas pour nos actionnaires. Parfait. Alors il est 19h25, on a un tout petit peu de retard par rapport à l'échange avec les participants dans la salle, mais les questions sont déjà arrivées. Il y en a au moins une d'Emmanuel Vincent. Je vous invite à poser vos questions si vous voulez avoir des précisions sur les modalités d'investissement du FTQ.
Emmanuel Vincent vous demande, faites-vous des investissements MedTech ou lab instruments en bioproduction, cell therapy processing? Alors, c'est pas avec l'accent anglais, mais c'est dit. La réponse est non. Je dirais que là où on est bon, parce qu'on a beaucoup de cicatrices, de pertes, et donc ce qui signifie qu'on a appris, c'est vraiment dans le biopharmaceutique pur. Ça fait plusieurs années cependant qu'à l'interne, on nous pousse à, je dirais, à étendre un peu la stratégie d'investissement, mais le contexte était qu'il aurait fallu le faire au détriment de ce qu'on faisait en biopharma. Je dirais qu'aujourd'hui, peut-être la dynamique va changer dans le sens où, avec 100 millions par an, on a atteint un régime que je qualifierais de régime de croisière, donc une gestion plus proactive du portefeuille. Je ne pense pas qu'il serait raisonnable pour un fonds comme nous de se concentrer encore plus dans ce sous-secteur-là. Et donc, on est en train d'évaluer si on avait la capacité de développer à la fois une équipe et des enveloppes d'investissement séparées, additionnelles, donc dans quel sous-secteur on irait. Et donc, je dirais qu'actuellement, on est dans cette évaluation et on est beaucoup poussé à l'interne et par le Québec pour aller vers les technologies médicales. Euh, on a également beaucoup de questionnements parce qu'on sait que nos fonds partenaires ont souvent une stratégie de diversification ou de gestion du risque avec les technologies médicales et force est de constater que ça ne génère pas forcément les résultats attendus. Alors, je dirais qu'on est plus en réflexion sur cet aspect-là, M. Vincent. Parfait. Alors, on a vu en France comment dire, une extension, une floraison de sociétés en santé numérique liées à la crise Covid-19 qui ont réussi à pénétrer, elles n'arrivaient pas à pénétrer le système de santé, elles ont réussi à pénétrer les hôpitaux pour décharger les hôpitaux, les urgences et d'autres services. Et aujourd'hui, donc, il y a des fonds santé numérique qui se créent, qui agissent. Est-ce que vous êtes touché par ça? Est-ce que le FTQ est touché par cette tendance? Ou est-ce qu'au Canada, ça ne s'est pas du tout passé comme ça? Le système de santé a parfaitement assumé l'arrivée d'urgence dans son circuit, dans ses parcours de soins. On en voit beaucoup je dirais, de télémédecine, mais elle est surtout destinée à la médecine privée qui inclut pour nous des biais. Hein. On lève de l'argent auprès de la population qui, avant tout, bénéficie de soins de santé publics. Alors, je dirais que c'est pas forcément notre focus. Par ailleurs, je dirais, c'est un secteur où l'innovation je dirais, c'est pas qu'elle est plus facile. La barrière à l'entrée est un peu plus facile d'un point de vue technologique. Par contre, elle est excessivement compliquée d'un point de vue commercial. Pour nous, le Canada, ça reste un petit pays. Il faut traiter avec chaque province. Il faut, à la limite, traiter avec chaque hôpital. Donc, je dirais que c'est des cycles de vente qui ne sont pas évidents. Alors, nous, ce qu'on a décidé à l'interne, c'est que c'est des choses qu'éventuellement le groupe d'investissement en capital de risque TI pourrait regarder, mais je dirais que ce n'est pas dans les niveaux de priorité élevés. Dans ce côté-là, on s'intéresse plutôt à tout ce qui est fabrication innovante, donc tous les processus de productivité avancée dans les entreprises. Donc, je dirais que oui, on en voit beaucoup au niveau de nos fonds VC, essentiellement des fonds TI. Les fonds sciences de la vie gardent leur thèse. Et ceux qui sont aventurés dans tout ce qui est TI en santé, on ne sent pas que les proportions d'investissement de leurs fonds vont augmenter à court terme. Bien. Alors, on a une question de Harry Massoudi, c'est à propos de l'interaction avec vos partenaires venture capitalistes, investisseurs. Quelles sont vos modalités d'investissement dans les fonds des sociétés VC en santé, montant, milestone, durée de présence avant exit? Je dirais le ticket moyen, mettons, en capital de risque, on essaye de ne pas investir plus que 25 millions par fonds, donc une vingtaine de millions US. En euros, je ne sais pas, l'année qu'on a fait en Europe, c'est Forbion 4, avec 15 millions d'euros de mémoire.
Donc, je dirais que c'est pas mal toujours les mêmes tickets, nonobstant la taille éventuellement de ces fonds qui augmentent. Donc, ça, c'est le premier élément. On demande toujours à siéger au comité aviseur. C'est certain qu'on est très conscient qu'avec les tailles des fonds qui augmentent, en fait, qui augmentaient pré-COVID, euh, on était éventuellement à risque de perdre ces places-là. Toutefois, ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, c'est pas au LPAC trimestriel que se discutent les co-investissements. C'est dans l'arrière-scène, dans la relation. Je dirais avec nos fonds partenaires, c'est des discussions, je dirais mensuelles dans certains cas, trimestrielles avec d'autres, où ils nous partagent leur deal flow. Je dirais que là ça impose chez nous vraiment une rigueur très, très importante sur la confidentialité parce que certaines transactions sont totalement propriétaires, confidentielles, et donc il faut absolument respecter cela. Et on arrive à le gérer à l'interne. Comme je disais tout à l'heure, on leur impose à ces fonds-là d'investir un montant, je dirais, au moins égal à ce que nous, on met dans le fonds au Québec. Et dans ce contexte-là, ce qu'on leur demande, c'est pas juste de nous promettre quelque chose, c'est d'avoir fait leur devoir, d'avoir évalué le marché, d'avoir vraiment évalué qu'il y avait des opportunités parce que entre guillemets, ça leur coûte rien de dire qu'ils vont le faire et de ne pas le faire parce que c'est un engagement, je dirais, meilleurs efforts commerciaux. Donc, il n'y a pas de conséquences légales pour eux. Mais pour nous, c'est vraiment fâcheux parce que ça fait en sorte qu'on ça peut amener à ne pas respecter nos obligations d'investir au Québec. Je dirais que par contre, ce que ça amène chez les fonds, c'est un risque très grand, c'est un risque réputationnel. Or, les fonds lèvent de l'argent sur les rendements qu'ils livrent, mais également la réputation qu'ils ont dans le marché. Donc, il ne serait vraiment pas bon pour eux de nous dire une chose et de faire le contraire par la suite. Alors, je dirais que ça, c'est une obligation qu'on leur demande. On demande des droits de co-investissement. Alors, je dirais que tous les commanditaires en demandent. Au Canada, on a été, jusqu'à il y a très peu de temps, on était le seul à les exercer. On sent que c'est une tendance grandissante de faire des co-investissements, ce qui fait qu'on se bat un peu. Et là, on travaille vraiment beaucoup sur la proximité avec nos fonds partenaires. Par ailleurs, on a beaucoup de partenariats avec des gestionnaires et donc on n'est pas en mesure de faire de toute façon tous les co-investissements qu'ils nous proposent ou tous les investissements ne nous satisfont pas pour des raisons soit de science, soit de secteur, soit de concentration pour ce qui nous concerne. Je dirais qu'en taux durée, elles sont assez classiques. Cependant, on voit une très grande variabilité dans les fonds. Je dirais que les fonds canadiens sont plus dans la tradition du 10 plus 1 plus 1 et avec des distributions. Donc là, on sent vraiment une amélioration de ce côté-là. Les fonds performants, ce qu'on s'aperçoit, c'est que malgré une période d'investissement de 3 ans, de 5 ans, après 3 ans, je dirais qu'ils ont ils ont rencontré les jalons pour une levée de fonds additionnelle et donc ils sont en mesure de lever des fonds beaucoup plus rapidement. Je pense à Versant Venture, je pense à Forbion Partners. Une tendance que l'on voit également, puis je dirais que ça, c'est pas tous les commanditaires, y compris nous-mêmes, n'apprécions pas toujours cela, c'est la distribution en actions, notamment de compagnies publiques, qui a l'avantage pour les fonds de cristalliser le rendement, mais qui devient un enjeu pour les commanditaires. Donc, nous n'avons pas forcément d'obligation de vendre dans un certain laps de temps ces actions, mais certains commanditaires ont ces politiques internes où ils doivent vendre les actions en 1 à 2 semaines. Et ce qu'on sait, c'est que généralement, quand il y a des distributions en actions et donc une arrivée massive d'actions à vendre sur le titre, nonobstant le fondamental, on va observer une baisse de la valeur de l'action qui n'est pas bonne pour l'entreprise ni pour ni pour je dirais les commanditaires qui ultimement laissent de l'argent sur la table par rapport à ce qu'ils ont reconnu au fonds partenaire quand il a distribué ses actions. J'espère que ça répond à votre question, M. Massoudi. Ça répond. Ça répond. Puis M. Massoudi a d'ailleurs justement, Harry, une autre question sur votre point de vue en tant que fonds de fonds sur les corporate VC de Big Pharma. Ben, je pense qu'on a toujours souhaité les voir. On aime toujours les voir parce que c'est du capital additionnel. Je dirais que là où on a appris, cependant, c'est que ça peut être
des modes ou très dépendants des équipes de gestion interne. Et donc, ce qu'on trouve, nous, difficile, c'est que c'est difficile d'établir des partenariats sur le long terme parce que, je dirais, les stratégies dans ce contexte-là peuvent évoluer beaucoup. Alors, je dirais, on les utilise quand ils sont là, les fonds VC corporatifs, mais je dirais qu'on ne compte pas dessus pour nos entreprises. Je dirais quelque chose qu'on a observé, c'est souvent les fonds VC corporatifs vont investir, ils vont des fois être à 2, 3 dans une biotech, et puis finalement, c'est une quatrième biotech qui n'est pas du tout dedans qui va acquérir la biotech et l'actif. Alors, je dirais qu'il y a quand même une notion à certains égards, il y a une notion de découplement entre l'intérêt de générer du rendement de ces VC corporatifs et comment l'investissement peut générer le pipeline pour la pharma elle-même qui a ce fonds corporatif-là. Je ne suis pas sûr que les pharma exploitent le plein potentiel des investissements qu'ils font via leur fonds corporatif. Mais peut-être que je suis trop un gérant d'estrade là pour qualifier ça. Yeah. Alors, pour continuer sur les fonds, on a eu des réflexions pendant les conférences sur le fait qu'il y avait un coup de frein qui allait être donné, qui était donné du côté nord-américain, en tout cas pour les États-Unis, qui était lié d'abord à la crise de Covid-19 et qu'on risquait de prendre du retard effectivement sur certaines étapes et qui était aussi lié au fait qu'on rentrait dans une période électorale. Qui est en train d'arriver. Donc, beaucoup pensaient que tout cela allait nous ramener vers des reprises d'investissement début 2021. D'autres indiquaient que les fonds chinois étaient en train d'être très actifs, en tout cas du côté européen. Donc, comment est-ce que vous ressentez cette situation? Est-ce qu'il y a effectivement un flottement? Moi, je dirais que non, parce qu'on a vu des levées de fonds très conséquentes aux États-Unis, mais est-ce que, à votre avis, il y a un flottement côté américain et est-ce que vous voyez ces fameux fonds chinois qui arrivent ou pas? Je dirais d'abord, hein, l'impression qu'on a là, c'est que la biotechnologie, je dirais surtout américaine, vit sur notre planète, là, elle semble totalement déconnectée de la crise. Je dirais que ce qu'on voit, c'est statistiquement des levées de fonds je dirais, de plus en plus importantes, des premiers appels publics à l'épargne, sursouscrits des valeurs supérieures et je dirais surtout une statistique améliorée de maintien ou accroissement de la valeur post-IPO. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Ceci dit, est-ce que c'est déconnecté? Le fondamental rattrape toujours. Hein. Faut peut-être être un peu patient puis voir venir. Ce qu'on remarque cependant, c'est peut-être un léger fléchissement dans les acquisitions. Donc les M&A, on a comme l'impression, c'est que là, les acheteurs vont être plus en position de voir si la crise, si elle perdure, pourrait pas les aider et donc le marché devenir un marché d'acheteurs plutôt qu'un marché de vendeurs. Mais ça, c'est très, très hypothétique. Donc, je dirais que pour le moment, c'est comme ça ressemble réellement à business as usual pour ce qui est des États-Unis. Les fonds, je dirais, chinois, on les voit, mais les fonds américains sont encore très, très actifs. Les fonds crossover, donc les Orbimed, les fonds vraiment de création d'entreprises, les MPM de ce monde, sont toujours hyper présents. On n'a pas l'impression qu'ils vont ou qu'ils ont des difficultés à lever du capital. Il faut dire que la crise est très différente de la crise de 2009 où on n'a pas c'est encore pour le moment de crise de liquidité. Et donc, il y a encore, je dirais, un certain appétit pour les commanditaires à investir dans des classes d'actifs qui génèrent les rendements attendus. Et c'est une classe d'actifs qui le fait. Je dirais comparativement à d'autres classes d'actifs, la biotech présente l'avantage de générer des beaux rendements, mais surtout des rendements réalisés au gré du temps. Donc, on les voit peu, on les voit presque pas. Je dirais au Canada, il y a un groupe qui travaille en collaboration avec un fonds chinois à Vancouver qui fait des investissements et pas juste au Canada. Donc, ils sont actifs, mais on ne les voit pas plus actifs. Je dirais qu'au Canada, au Québec en particulier, on voit surtout un regain d'intérêt des fonds américains qui je ne sais pas s'ils boudaient ou s'ils ne savaient pas qu'il existait un autre pays au nord.
mais commencent à réaliser qu'il y a des investissements potentiellement intéressants au Canada. Certains en ont fait leur thèse d'investissement comme Versant, d'autres font plus du pick and choose en fonction des compagnies qui se présentent à elles. Pour ce qui est de la politique, écoutez, je pense que pour le moment, pas d'impact. Reconduction d'un accord États-Unis, Mexique, Canada. Je dirais que l'attention est surtout tournée sur l'élection de la fin d'année parce que celle-ci pourrait avoir un impact sur, je dirais, à la grandeur de l'industrie pharmaceutique qui, par ricochet, pourrait avoir un impact sur l'industrie biotechnologie, mais il est un peu trop tôt pour prédire l'issue de cet aspect-là. Parfait, Didier Lecomte, merci beaucoup. Il est 19h41, 19h41, c'est l'heure généralement à laquelle on conclut cette conférence. En tout cas, merci beaucoup pour ce tour d'horizon et cette explication et ce décryptage de ce qu'est le Fonds de solidarité FTQ. Ça nous a beaucoup appris sur votre façon de fonctionner. Alors, comme je le fais traditionnellement lors de chaque fin de conférence, je vous préviens que nous avons encore 2 conférences à venir. Cette semaine. Demain soir, nous sommes avec l'association des métiers médicaux des industries de la santé, qui s'appelle l'AMIS. Et l'AMIS, en fait, l'échange, on va avoir 4 conférenciers, 4 intervenants en même temps qui vont nous expliquer quels services ils apportent en tant qu'association aux membres biotech qui viennent les rejoindre. Alors, que ce soit dans la data santé, dans la data cancer et d'autres, ils ont beaucoup de choses à nous dire demain soir sur ce sujet-là. Et puis, jeudi soir, nous avons le CEO de Vivette Thérapeutique. Alors, Vivette Thérapeutique a cédé 15% de son capital à Pfizer et prévoit d'en céder les 85 autres pourcents si elle franchit les étapes par la suite. Alors, ça va être passionnant de voir comment s'est construit ce deal entre Vivette et Pfizer pour comprendre un peu comment une petite biotech comme Vivette a pu faire son chemin vers cette Big Pharma. Voilà, merci à tous encore. Merci beaucoup d'avoir consacré 1 heure de votre temps quasiment à nous rejoindre. Didier, je vous souhaite une très belle journée, un très bel après-midi et à très bientôt à tous. Merci beaucoup. À demain. Merci, au revoir. Merci. Merci bien.